C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le 62e sommet des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est tenu le dimanche 4 décembre dernier à Abuja, au Nigeria. Au nombre des points inscrits à l'ordre du jour, la situation des pays en transition dans l'espace CEDEAO et les questions sécuritaires. Nous revenons sur quelques grandes décisions et leurs implications dans cet entretien. Et nous sommes au plaisir de recevoir à nouveau Thomas Guissambi. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, Thomas. Vous êtes spécialiste en communication politique, dont suivez de très près les questions géostratégiques, géopolitiques dans la sous-région. Le 62e sommet de la CEDEAO le 4 décembre dernier à Abuja. Revenons sur le contexte dans lequel s'est tenu ce sommet. Ben merci. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des dossiers extrêmement importants qui étaient déjà sur la table des chefs d'État, notamment le rendez-vous manqué de la monnaie unique qui devait avoir ou qui devait entrer en vigueur le 1er juillet 2020 et qui a été repoussé pour des questions de convergence. À côté de cela, vous avez la plus grande menace sécuritaire qu'est le terrorisme et auquel il faut s'attaquer parce que c'est toute la sous-région qui n'est pas à l'abri d'un tel danger sécuritaire. Et donc, dans cette dynamique aussi, on se trouve dans une union de 15 pays où 3 d'entre ces pays-là sont en situation de transition après des coups d'État. Quelque chose que l'organisation sous-régionale a voulu proscrire quand on revisite un peu l'objet de sa création au temps des deux généraux Eyadema du Togo et Yakubu Gowon du Nigeria. Il était sans doute question de bâtir sur le reste de l'union douanière en Afrique de l'Ouest qui regroupait 4 pays, mais beaucoup plus à créer une sous-région de stabilité pour amorcer le développement. Donc c'est dans ce contexte toujours de défis de développement économique, de défis de stabilisation, de paix préalable à toute forme de projet de développement que s'est organisé ce 61e sommet de la CEDEAO. Il y a une question très importante, un dossier brûlant, c'est la question des 46 soldats ivoiriens qui sont détenus au Mali à ce sommet. Cette question a été abordée, il y a une décision qui est sortie, qui est une sorte d'injonction. Il a demandé au Mali, au gouvernement malien, de libérer ces soldats avant janvier 2023. Quel est votre commentaire et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Mon commentaire, c'est ce qui se passe naturellement sur la scène internationale, où on a 2 leviers sur lesquels on peut jouer, la diplomatie qui est l'art des paroles aimables et puis la puissance militaire qui est la force du lion qu'on utilise par moment. Ici aussi, la lecture qu'on peut faire, c'est un paradigme ici d'organisation internationale, de multilatéralisme. Et donc, de ce point de vue, on a une organisation sous-régionale qui a fait ses preuves sur certains dossiers comme la restauration de l'autorité en Guinée-Bissau et pas mal d'autres actions qui ont été menées avec succès devant un pays qui, lui, s'inscrit dans un paradigme bilatéral. Donc, pour les autorités maliennes, cette question devrait se régler de façon bilatérale entre Abidjan et Bamako, là où les 2 pays appartiennent à une organisation sous-régionale où le multilatéralisme devrait avoir droit de cité. Donc je pense qu'on n'est certes pas dans la dynamique de la puissance militaire à utiliser contre un État membre, un pays, mais ce sont des leviers, des pressions qui s'exercent comme cela se fait généralement dans pas mal de dossiers de ce genre à gérer. Est-ce qu'on pourrait penser à des sanctions, éventuelles sanctions économiques? Le Mali n'a pas fléchi depuis un certain temps. Le Mali a été victime également de plusieurs sanctions. Est-ce que la CEDEAO pourrait prendre de nouvelles sanctions, cette fois-ci un peu plus difficiles, dures, contre le Mali, au cas où? Oui, la difficulté que nos chefs d'État ont ici, la difficulté à gérer nos États, c'est l'ère de la démocratisation des supports de communication que sont les réseaux sociaux, c'est l'ère d'une certaine
compréhension des choses que il faut aller d'une CEDEAO des États où des chefs d'État se rencontrent entre eux. Certains ont vite fait de les qualifier de groupements, de copains, de chefs qui se réunissent entre eux, qui ont des intérêts qui ne vont pas très souvent dans l'intérêt des populations qu'elles dirigent. Donc, de la CEDEAO des États, il faut aller à la CEDEAO des communautés, des populations. De ce point de vue, des sanctions ne sont souvent pas efficaces en la matière. Les sanctions qu'on prend contre les dirigeants, bien souvent, impactent beaucoup plus les populations que les dirigeants. Donc, je pense que ce sont des matières sur lesquelles réfléchissent. Est-ce que les premières sanctions qui avaient été imposées, est-ce qu'elles ont porté leurs fruits véritablement sans faire mal à la population? Je pense que les dirigeants de la CEDEAO réfléchissent encore un peu plus pour trouver la meilleure des formules, bien entendu en n'encourageant pas des situations de ce genre, mais aussi en ne faisant pas ou en ne causant pas de tort aux populations. Il y a une autre question très importante, la question sécuritaire avec le terrorisme et surtout avec les nombreux coups d'État dans la sous-région. Lors de ce sommet, il a été donc décidé de mettre en place un comité ou une structure qui va lutter contre les coups d'État et contre le terrorisme. Quel commentaire sur une telle mesure, surtout au niveau des coups d'État? Oui, c'est une mesure salutaire. Moi, quand je pense à la CEDEAO, je pense à une organisation aussi sous-régionale qu'on appelle l'ASEAN, en Asie du Sud-Est, qui a été créée sensiblement en fin des années 60 et la CEDEAO en début des années 70. L'ASEAN, c'est 10 pays, alors que la CEDEAO, c'est 15 pays. L'ASEAN, c'est aujourd'hui au moins 2500 milliards de dollars US en matière de PIB, là où nous sommes avec 15 pays, avec 500 milliards. Donc, il faut peut-être mesurer ou multiplier par 6 la dynamique économique qui se produit dans l'ASEAN avec 10 pays avec la CEDEAO. Donc, de ce point de vue, il y a un défi, il y a des enjeux. Aujourd'hui, on parle de ce groupement-là comme le 5e bloc économique du monde, l'ASEAN, derrière l'Union européenne, derrière les États-Unis, derrière la Chine, derrière le Japon. Et je pense que la CEDEAO et ses dirigeants aspirent aussi à ce niveau de développement pour qu'il y ait un bloc qui puisse parler d'une seule voix, qui puisse négocier à l'extérieur d'une seule voix. Donc dans cette dynamique, on reste convaincu qu'il y a des éléments qui puissent empêcher cette marche ou bien l'atteinte de cette vision-là. Au nom de ces éléments, bien entendu, le terrorisme qui a trouvé des terreaux fertiles dans certains pays de la CEDEAO, et il y a l'instabilité politique, soit des transitions difficiles ou des coups d'État qui viennent interrompre un ordre constitutionnel normal et qui à la limite même balaie par moment tout ce qui a été fait. Donc on n'avance pas, on fait du surplace alors que nous sommes dans un concert des nations où certaines régions comme celle que je viens de citer, l'ASEAN, sont en train de progresser au point de compter aujourd'hui dans les décisions qu'on prend sur la scène internationale. Il y a aussi la question au Burkina Faso et puis en Guinée, le médiateur du Burkina Faso a fait son rapport et on a estimé qu'il fallait apporter un soutien massif au Burkina. Est-ce que vous pensez que le Burkina est sur la bonne voie au niveau de la Guinée? 24 mois pour la transition, il est demandé un dialogue inclusif, à votre avis? Je dois dire que le Burkina, ça a été un coup d'État militaire dans un coup d'État militaire et je ne pense pas que il appartiendrait peut-être aux dirigeants actuels de la CEDEAO de donner un chèque à blanc à une nouvelle transition militaire au détriment peut-être d'une autre transition militaire. Mais toujours est-il que dans la dimension de l'analyse politique des choses, les hommes ont un pesant d'or dans les rapports. Je veux dire que quelle est peut-être la typologie ou la personnalité de ceux qui dirigent la transition en Guinée comparée
aux personnalités qui dirigent la transition politique aujourd'hui au Burkina Faso. Tout est une question d'engagement, tout est une question de traçabilité qu'on fait sur ces différents dirigeants pour comprendre qui veut peut-être ruser avec l'organisation sous-régionale et qui est sincère et qui souhaite véritablement en sortir de cette situation d'insécurité galopante et puis amorcer le développement. Donc je pense qu'à la tête des différents pays, tout comme dans l'organisation des chefs d'État de la CEDEAO, il y a des personnalités nouvelles qui entrent, d'autres qui sortent, et ces personnalités ont aussi leur construction politique qui compte dans les décisions à prendre. Et l'avenir nous le dira. Nous attendons des actes et des faits majeurs de ces différents pays. Thomas Guissambi, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes spécialiste en communication politique. Avec vous, nous avons parlé du 62e sommet de la CEDEAO sur les grandes décisions et leurs implications. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.